Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. 2 sociétés déficitaires, une dont les comptes n'ont pas été certifiés et 12 qui respirent la grande forme. C'est la photographie faite après la 21e Assemblée générale des sociétés d'État qui a pris fin ce matin sur des notes de satisfaction. Une caravane pour sillonner 19 provinces afin d'informer et sensibiliser sur le Sénat, initiative de l'ODT, tandis que les jeunes du CDP se mobilisent en faveur de sa mise en place en allant à l'écoute de leurs responsables, leur expliquer le bien fondé de la deuxième chambre. Mais tout d'abord, audience du Premier ministre pour ouvrir ce journal. Luc Adolphe Tiao a reçu aujourd'hui une délégation du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Conduite par le ministre togolais de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la délégation a rendu une visite de courtoisie au chef du gouvernement. Au micro de Maxime Zongo, le chef de délégation donne plus de précisions. Quand vous êtes chez quelqu'un, il faut rendre visite aux autorités. C'est dans ce sens que nous sommes venus rencontrer le Premier ministre pour lui dire merci d'avoir sauvé le camp PC en nous autorisant de parfaire le conseil dans la votre belle capitale, Ouagadougou. Le président du conseil a présenté ses rapports d'activité. Nous sommes sur le rapport d'activité du président et du directeur général quand on est venu rendre visite au Premier ministre. Venons-en maintenant à la 21e Assemblée générale des sociétés d'État qui s'est achevée ce matin à Ouagadougou. Elle a passé en revue la situation de 15 sociétés, mais au bout du compte, une douzaine a su tirer son épingle du jeu. La Sonabel et la Sonabi sont déficitaires alors que les comptes de la Sonapost n'ont pas été certifiés par l'Assemblée générale. Reportage Nyarkiteda. C'est une satisfaction totale qui se dégage au sortir de la 21e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. 15 sociétés étaient à la barre et ont soumis leurs comptes de gestion pour examen. Nous avons des sociétés comme la GTR, la LONAB, la CNSS, la Sonabi, l'ONEA, donc les sociétés de prévoyance sociale, CARFO, CNSS. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que les dirigeants de ces sociétés ont fait de gros efforts dans un contexte économique où il y a un certain nombre de la récession aujourd'hui. Ils ont montré leur capacité de management et vraiment de produire de la richesse pour le Burkina Faso. Les résultats sont certes satisfaisants, mais certaines sociétés semblent être actuellement dans la tourmente. C'est le cas de la Sonabi, dont la situation devient de plus en plus critique, et la Sonabel qui connaît elle aussi un déficit de 14 milliards 700 millions de francs CFA. Notre production thermique, ce que nous utilisons comme DDO, comme fuel pour produire un kilowattheure est plus élevé même que le prix de vente du kilowattheure. Donc il est clair que de façon structurelle, avec ces coûts d'hydrocarbures qui nous sont appliqués, il est impossible de pouvoir vendre avec les bénéfices de l'énergie électrique produite dans les centrales. La Sonabel sera soutenue par l'État pour améliorer sa prestation afin de présenter une bonne image aux yeux des Burkinabés. Sur les 15 comptes soumis pour examen et adoption, 14 ont été certifiés et approuvés par l'Assemblée générale. Pour la Sonapost, ces comptes de gestion comportent des graves anomalies et remis à plus tard. Fort de ce constat diverses fortunes, la 21e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État formule 3 recommandations. Il y a une recommandation relative à la mise en place d'un cadre sain pour l'exercice des activités au niveau des sociétés d'État. Il y a une recommandation relative à un peu apurer les problèmes de gestion au niveau de la caisse. Puis il y a une résolution également par rapport au cadre de concertation des sociétés d'État. Le chef du gouvernement qui a présidé les 2 jours de travaux invite les sociétés d'État à instaurer des codes de bonne gouvernance, ce qui passe absolument par le fonctionnement efficace des audits et le contrôle interne au niveau des sociétés. C'est à ce seul prix, selon le Premier ministre, qu'elles pourront se mettre en règle vis-à-vis des normes et standards internationaux.
Le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale était l'invité du Midi Magazine avec Peggy Ouedraogo. De nombreux thèmes ont été abordés au cours de cet entretien. Je vous propose de suivre Vincent Zakané sur la revalorisation indemnitaire avec notamment la nouvelle grille en discussion avec les partenaires sociaux. Nous sommes depuis le 20 mai dernier en négociation avec les organisations syndicales pour la relecture de la grille indemnitaire. Vous vous souvenez, le 20 mai dernier, les organisations syndicales et le gouvernement s'étaient réunis pour lancer le processus de relecture. La grille indemnitaire est une grille assez complexe qui prend en compte plusieurs paramètres avant d'établir une grille que l'on veut équitable, qui réponde aux attentes des uns et des autres. Pour ce faire, les organisations syndicales ont été invitées à émettre leur point de vue dans une démarche participative et le gouvernement a mis en place un groupe de travail qui, depuis lors, n'a cessé de travailler pour élaborer une nouvelle grille indemnitaire. Au jour d'aujourd'hui, cette grille est élaborée, est en cours de finalisation. Les rencontres avec les organisations syndicales se poursuivent et j'ai bon espoir que très prochainement, nous allons pouvoir aboutir à une grille indemnitaire qui convienne à tous, qui soit consensuelle. Le gouvernement ne peut aller qu'avec les moyens disponibles sur le budget de cette année et le budget prévisionnel pour les 2 ou 3 années à venir. Et il dispose à cet effet d'une marge sur l'ensemble des 22 indemnités que comporte notre grille indemnitaire. Pour le moment, il s'agit de faire relever l'une ou l'autre de ces indemnités de manière à ce qu'on sente un changement. Il s'agit du premier paramètre. Mais la discussion porte aussi sur la nécessité d'instaurer davantage d'équité. Parce qu'à ce niveau, il y a des indemnités qui sont extrêmement faibles, tandis que d'autres indemnités sont assez élevées, ce qui laisse entendre un sentiment d'inéquité. Je peux rassurer l'ensemble des agents de la fonction publique que l'engagement qui doit entrer en vigueur à compter du 1er juillet sera respecté, quelle que soit la date à laquelle nous parviendrons à une grille consensuelle. Il se peut que le gouvernement prenne des mesures qui vont commencer immédiatement. Mais pour le moment, nous sommes en négociation et il est un peu prématuré de pouvoir dire davantage. Au-delà de la relecture de la grille indemnitaire, je dois rappeler que le gouvernement s'est engagé, mais indépendamment de ces engagements pris avec les organisations syndicales, de procéder à la relecture de la grille salariale d'ici la fin de l'année, d'une part. Et d'autre part, de procéder à la relecture de la loi 013 fixant le régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. Politique à présent, l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT est favorable à la mise en place d'un Sénat au Burkina. L'ODT a réaffirmé son adhésion à l'institution et lance dès ce jour une caravane dans une vingtaine de provinces pour informer et sensibiliser ses militants sur le Sénat. Reportage Moumouni Soubega. Selon le président de l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, le Sénat est une expérience à vivre. Pour ce parti de la mouvance présidentielle, cette deuxième chambre est belle et bien légale car elle est constitutionnalisée et son application renforcera la démocratie burkinabé. Aujourd'hui, nous soutenons fermement le Sénat parce que c'est l'enforcement de la démocratie dans notre pays. Donc, on a entendu dire par Barack Obama que nous les Africains, ce que nous avons besoin, c'est des institutions fortes et non des hommes forts. Et je pense que le Sénat est une institution forte et nous le soutenons pour sa mise en place. De l'avis de l'ODT, la vie chère est générale et elle ne doit constituer en aucun cas un obstacle à l'avancée de la démocratie. À l'issue de ce point de presse, une caravane initiée par le parti a été lancée. Elle va parcourir 19 provinces des 13 régions du pays pour, selon le président de l'ODT, informer et former les militants sur la nécessité de mettre en place le Sénat au Burkina. Du côté du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, la mobilisation ne faiblit pas autour de la mise en place du Sénat. Ainsi, le comité de soutien aux activités du CDP a rencontré les jeunes du parti pour les appeler à une mobilisation autour de la deuxième chambre. Ramatou Zida, Sylvestre Da. Les jeunes militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP s'invitent dans les débats autour du Sénat.
À cette rencontre organisée à leur intention, il s'agissait pour le comité de soutien aux activités du CDP de leur expliquer les biens fondés de cette deuxième chambre du Parlement. Pour les membres du comité, le Sénat va permettre d'enrichir le débat démocratique et d'améliorer la qualité des lois votées à l'Assemblée nationale. Le Sénat est né d'une volonté constitutionnelle, comme bien d'autres institutions. Même tout comme le chef de file de l'opposition, qui est aussi une institution qui va permettre, bien entendu, d'enrichir, de renforcer les débats démocratiques et partant de l'ancrage de notre démocratie. Donc, il est tout à fait bon aujourd'hui, effectivement, que en tout cas le Sénat puisse en tout cas bien se mettre en place. Je ne comprenais pas ce que veut dire le Sénat, mais grâce à la conférence aujourd'hui, je comprends ce que veut dire le Sénat. La jeunesse est un maillon fort au CDP, eu égard à sa contribution à la victoire du parti aux dernières élections. Une jeunesse aujourd'hui encore sollicitée à prendre ses responsabilités et à répondre aux attentes du parti en ce qui concerne la mise en place du Sénat. Parmi les composantes du Sénat, on aura des composantes non politiques, notamment des représentants de la société civile élargie. Donc on pourra avoir des compétences qui ne sont pas forcément politiques, notamment les autorités et coutumières. On aura des intellectuels qui ne sont pas forcément politiques, mais qui pourront faire partie, par exemple, de la liste du chef de l'État. Pour les responsables du CDP, la mise en œuvre du Sénat n'est qu'une exigence de la loi portant création de cette institution. Il compte aussi ces jeunes présents à cette rencontre d'échange pour servir de relais et véhiculer l'information juste auprès de leurs pairs. Kombisri dans le Bazega a abrité jeudi et vendredi une rencontre de concertation sectorielle. Elle regroupait les points focaux des différents ministères et le comité de suivi et d'évaluation des réformes politiques. Au centre de la rencontre, les différentes recommandations relevant des politiques sectorielles et le rapport final pour la mise en œuvre de ces recommandations. Lazare Pouya. C'est peut-être la dernière rencontre de concertation sectorielle et de l'atelier interministériel d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations relevant des politiques sectorielles et de la gouvernance. La rencontre de Kombisri, qui met fin aux concertations couvrant la période de janvier 2012 à juin 2013, se donne pour mission d'évaluer l'état de la mise en œuvre de ces recommandations et d'échanger les informations sur les propositions de réforme politique. L'atelier de Kombisri sert de cadre pour mettre en commun et partager l'ensemble des informations qu'on a recueillies et de permettre la validation de ces informations-là. Donc c'est en quelque sorte un atelier d'évaluation et de validation qui nous permettra après d'actualiser le rapport sous la forme d'un rapport de mise en œuvre des recommandations relevant des politiques sectorielles pour la période de janvier 2012 à juin 2013. À Kombisri, les points focaux des différents ministères conviés à cet atelier vont au cours de ces 2 jours de travaux présenter les résultats atteints de leur structure. Ceci afin que toutes les composantes participent aux assises nationales à travers le comité de suivi et d'évaluation et s'assurer que tout ce qui a été recommandé, le gouvernement est à pied d'œuvre pour les mettre en exécution. La coalition burkinabé pour les droits de la femme revient à la charge sur les candidatures féminines aux élections. La coalition a organisé une conférence de presse pour partager avec les journalistes les résultats de la participation des femmes aux élections législatives et municipales de 2012. Maïmouna Traoré, reportage. Face à la presse, la coalition burkinabé pour les droits de la femme présente le bilan de la participation des femmes aux élections municipales et législatives de 2012. Un bilan qu'elle juge peu satisfaisant. Nous avons enregistré 24 femmes au niveau de l'Assemblée pendant ces élections. Et par rapport à législative passée, on avait 17 femmes. Voilà. Donc, c'est un léger progrès, mais ce qu'il faut souligner, c'est que ce nombre peut varier parce que nous avons eu ces 24 femmes-là parce que les suppléantes ont eu à occuper les sièges des titulaires qui ont été appelés à d'autres fonctions. Même si la CBDF note une légère amélioration, elle reconnaît que ce résultat est loin d'atteindre le minimum de 30% prévu par la loi sur le quota genre. Un résultat dû, selon elle, au mauvais positionnement des femmes sur les listes électorales.
Et les partis politiques ont fait des listes gagnantes selon leur entendement. Et c'est une compétition. La loi ne les oblige pas à positionner les femmes, effectivement, pour qu'elles soient élues à 30%. La coalition burkinabé pour les droits de la femme propose donc la relecture de la loi sur le quota genre. Elle envisage poursuivre la sensibilisation auprès des leaders d'opinion et des partis politiques pour une meilleure représentativité des femmes aux postes électifs au Burkina Faso. Un dîner de revoir pour remercier l'ambassadeur des États-Unis en fin de mission au Burkina. Organisé par le gouvernement, cette soirée a permis de célébrer les bonnes relations d'amitié et de coopération entre le Burkina et les États-Unis. L'ambassadeur Thomas Dougerty, qui a contribué pendant 3 ans à leur renforcement, a été élevé au rang d'officier de l'ordre national. Reportage C. Sylvestre Da. Un toast à l'amitié américano-burkinabé. C'est l'un des moments forts à cette soirée conviviale offerte par le gouvernement burkinabé en l'honneur de Thomas Dougerty, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en fin de mission. Une soirée au cours de laquelle on a célébré l'excellence des relations bilatérales entre le Burkina Faso et les États-Unis. Des relations exemplaires de la vie du ministre Djibril Bassolé qui ont permis au pays des hommes intègres de bénéficier de l'expérience et de l'appui du pays de l'oncle Sam. Une coopération qui se porte très bien avec l'USAID et le Millennium Challenge Compte. Nous avons pu réaliser beaucoup sur le plan des infrastructures routières, des infrastructures agricoles, de la formation, l'éducation des jeunes filles en particulier. L'ambassadeur s'est personnellement investi dans la réalisation de tous ces programmes. Il a noué ici des contacts amicaux très solides et il s'est vraiment donné à fond pour renforcer ces liens de coopération. Pour toutes ces actions au cours des 3 dernières années qui ont contribué à raffermir les relations fraternelles entre le Burkina et les États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur Dougerty est fait chevalier de l'ordre national. Une distinction qui lui est décernée au nom du président du Faso, du gouvernement et de l'ensemble du peuple burkinabé. La coopération est excellente dans plusieurs domaines et j'ai eu la chance d'être ici dans cette période-là et je veux que ça continue. Surtout et avant tout, les peuples burkinabés eux-mêmes, parce que c'était quelque chose de vraiment extraordinaire en ce qui concerne la qualité de Burkinabé, et ça reste au cœur pour toujours. Les relations diplomatiques entre le Burkina et les États-Unis d'Amérique datent de 1958 et ne cessent de gagner en qualité. Avec le départ de l'ambassadeur Dougerty, une page se tourne et une nouvelle s'ouvre avec la nomination par Barack Obama du nouvel ambassadeur du nom de Giuliano Moussengi, dont l'arrivée au Burkina est prévue dans les jours à venir. L'ambassade des États-Unis au Burkina et l'ISIG ont signé hier un mémorandum de compréhension. Par cette signature, l'ambassade rétrocède le Centre américain de langue à l'ISIG. C'est désormais à l'ISIG que les apprenants de l'anglais vont suivre les cours. Oumou Sissé Nyarkiteda. C'est désormais à l'université Aube Nouvelle, ex-ISIG, que les apprenants de la langue anglaise du Centre américain de langue prendront leurs cours. Avec cette signature du mémorandum de compréhension, l'ambassade des États-Unis rétrocède le centre de langue à l'université Aube Nouvelle. La vision de l'ISIG, on avait déjà opté pour le bilinguisme en anglais. Et donc le fait que l'ambassade nous a rétrocédé le centre américain de langue va nous conforter dans notre vision, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des études supérieures sans l'anglais et l'informatique. Et une fois que vous vous intéressez à l'international, il faut forcément maîtriser l'anglais. À mon avis, c'est ISIG qui est le modèle de le plan des affaires pour une université moderne. Donc nous voulons choisir quelqu'un qui va démontrer pour les autres l'expectation de l'université dans l'avenir. Le Centre américain de langue existe à Ouagadougou depuis 1985. Il est spécialisé dans l'enseignement de l'anglais aux adultes, étudiants et scolaires. L'objectif du Centre américain de langue à travers ce partenariat avec Aube Nouvelle, ex-ISIG, est de développer son programme en permettant à un grand nombre de personnes de pouvoir suivre les cours d'anglais et de briser les barrières linguistiques. Après Ouagadougou, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs s'est rendu à Koupela et Fadangourma
pour constater le bon déroulement du bac 2013. Dans les deux villes, Moussa Ouattara a échangé avec les présidents de jury et encouragé les candidats. Dans l'ensemble, les opérations du bac se déroulent bien. Dans un des centres d'examen de FADA, notre équipe de reportage a rencontré un candidat au bac, Amadou Kazembe, est l'exemple de la persévération et de l'abnégation, puisque la cinquantaine bien sonnée, l'homme est à la recherche du bac série A4. Inutile de vous dire que le candidat est plein d'optimisme. Reportage Aboubakar Sayon. À 54 ans, Amadou Kazembe veut à tout prix décrocher son bac. Après 5 tentatives, il espère que cette fois-ci sera la bonne. À l'issue de la composition de l'épreuve de philosophie, l'infirmier diplômé d'État en poste à FADA reste confiant. L'épreuve de philosophie a été abordable. Moi, j'ai pris le troisième sujet. Je pense que, en tout cas, j'aurai la moyenne. Pour les autres candidats, le bac est la clé qui ouvrira les portes de l'université. Mais à quelques années de la retraite, quelles sont les motivations de notre candidat? Aujourd'hui, le monde a évolué. J'ai eu la chance de connaître pas mal de personnalités qui m'ont enseigné de reprendre les bancs. C'est pour ainsi que j'ai repris les bancs. À noter que le candidat le plus âgé au bac cette année est inscrit à Koudougou, né en 1954. Il a donc 59 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Le deuxième forum universitaire sur les objectifs du millénaire pour le développement OMD se tient à Ouagadougou, initié par la jeune Chambre internationale universitaire Ouaga Soleil. Cette manifestation permet à ses membres de réfléchir sur le thème l'après 2015, le monde que nous voulons, quelle contribution de la jeunesse. Estelle Judith Assorba. 2015 est la date butoir pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. À 2 ans et demi de cette échéance, ces jeunes émettent des doutes sur l'atteinte de ces objectifs et tirent la sonnette d'alarme. Ils jettent aussi leur regard sur l'après 2015, raison pour laquelle ils ont choisi de s'appesantir sur un thème qui les interpelle à plus d'implication et de participation à la construction d'un monde de demain. Après 2015, le monde que nous voulons, quelle contribution de la jeunesse est vraiment la tribune pour montrer vraiment l'engagement d'abord de la jeunesse à travers les objectifs du millénaire pour le développement qui ont pour date butoir en 2015 et surtout l'engagement de la jeunesse pour contribuer fortement en termes d'action vraiment constructive pour le post-2015. Le ministère de la Santé salue donc fortement ce forum qui va amener donc ces jeunes à faire donc un bilan de la mise en œuvre des OMD pour ce qui concerne surtout l'objectif 4, 5 et 6 et aussi de voir quels sont les résultats auxquels ils ont pu aboutir et faire donc une projection sur le futur en essayant donc de dessiner ce qu'ils veulent que la société soit demain, surtout pour ce qui concerne la jeunesse. C'est la deuxième fois que cette organisation universitaire organise ce genre de forum à l'endroit de ses membres et autres structures estudiantines. Les différentes communications mettront l'accent sur la contribution de la jeunesse en termes d'action pour l'atteinte des OMD et pour le post-OMD. La jeunesse entend contribuer en termes d'abord de prise de conscience dans nos actions, une prise de conscience dans nos comportements alimentaires et une prise de conscience dans les comportements qui pourront vraiment nous permettre d'avoir une santé saine, une vie saine. Une présentation sur les thèmes MyHall leur sera également faite. Il s'agit là d'une enquête internationale permettant à chacun de déterminer les 6 points prioritaires à prendre en compte pour 2015. Un nouveau juge à la Cour de justice de l'UEMOA, la magistrate burkinabé Léontine Marie-Florence Zombré, a été officiellement installée mardi dernier à Lomé lors d'une audience solennelle. Une juge ivoirienne a également pris fonction ce jour. 2 nouveaux membres qui contribueront aux côtés de leur père, a dit le droit communautaire. C'est Sylvestre Da. Je jure solennellement d'exercer mes fonctions en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale.
Cette prestation de serment marque l'entrée en fonction de la Burkinabé Marie-Laurence Zombré comme juge à la Cour de justice de l'UEMOA, une cour composée de 8 juges au total. C'était le 25 juin dernier dans l'enceinte de la Maison des justiciables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Lomé, au Togo. C'est une noble mission que de représenter premièrement mon pays, le Burkina Faso. C'est une fierté pour moi. C'est un nouveau défi que je dois relever avec les autres membres de la Cour, dire le droit dans l'espace communautaire. La juge Zombré est officiellement installée en même temps que l'Ivoirienne Mato Loma Cissé par le président de la Cour. Toutes deux ont été nommées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour un mandat de 6 ans renouvelable. J'espère tous mes collègues une contribution franche parce que c'est seulement ensemble qu'on pourrait réussir la mission qui nous a été assignée pour le traité de l'UEMOA. Chacune des 2 juges communautaires rentre en fonction pour le compte de son pays. Les juges Zombré et Cissé sont pétris de longue expérience dans le domaine judiciaire dans leur pays, à en croire l'avocat général près la Cour qui a livré au public le contenu du curriculum vitae de chacune d'elles. Il a aussi rappelé aux nouveaux membres les devoirs et les obligations qui sont les leurs. Les termes de votre serment et surtout l'éthique et la déontologie du magistrat seront votre livre de chevet. Vous n'écouterez donc dans l'exercice de vos fonctions que votre conscience et les lois communautaires seront votre Bible et votre Coran. La Cour de justice créée en 1994 avec le traité institutionnel l'UEMOA veille à l'interprétation uniforme du droit communautaire et à son application. Elle juge notamment les manquements des États à leurs obligations communautaires, arbitre les conflits entre les États membres ou entre l'Union et ses agents. Le siège de la Cour est à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'Union nationale des mini-laiteries et producteurs du lait local du Burkina en concertation avec les responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques. Cette rencontre est destinée à renforcer leur partenariat et envisager l'avenir de la filière lait sous de nouvelles perspectives. Maïmouna Traoré. C'est la première grande rencontre entre l'Union nationale des mini-laiteries et producteurs du lait local du Burkina, les responsables de leur ministère de tutelle et les partenaires techniques et financiers. Une concertation en vue de renforcer leur partenariat pour une réelle promotion de la filière lait et envisager des stratégies pour surmonter les difficultés. La production ne suit pas la transformation. Pour pouvoir transformer le lait local, il faut avoir le lait en tout moment, en toute saison. Et à partir des saisons sèches, en général, la production baisse. Donc c'est une difficulté. Au niveau équipement, les équipements laitiers pour la transformation, il faut l'importer en Europe. Et là, il y a des taxes et il y a des difficultés, l'accès au financement. Cette rencontre sera ponctuée de communication sur l'interprofession de la filière lait du Burkina et sur l'état des lieux des politiques et programmes existants. Notre stratégie, c'est de développer la production de lait local et de la transformer au bénéfice des populations, de sorte à accompagner l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, mais aussi pouvoir réduire l'importation massive. En 2011, c'est près de 9 milliards 500 millions de francs CFA qui ont été consacrés à l'importation du lait et des produits laitiers. L'objectif à terme pour l'Union est de se positionner comme un acteur stratégique dans l'interprofession lait, un acteur impliqué dans l'élaboration des politiques et programmes du ministère. Le rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants handicapés dans le monde a été publié hier à Ouagadougou. Selon le rapport 2013, la situation des enfants handicapés s'est améliorée grâce à l'engagement international. Mais des efforts restent à faire pour réaliser la promesse de l'équité. Karim Patrick Namouano. Passer de l'exclusion à l'inclusion des enfants handicapés, c'est la principale recommandation du rapport 2013 de l'UNICEF. Et l'inclusion, selon ce rapport, va du soutien aux familles des enfants à la suppression de leur placement dans des établissements spécialisés. Le meilleur contexte pour l'enfant, c'est dans sa famille. Donc, inclure les enfants dans tout ce qui se fait à la mesure de leur handicap. Les inclure dans les écoles normales, les inclure dans les services de santé, les inclure dans ce qui se passe dans la famille et au maximum des possibilités, faire en sorte que l'enfant grandisse dans un cadre familial normal.
Dans la quête d'une meilleure situation des enfants handicapés, les États sont interpellés. Ils doivent ratifier et appliquer la Convention relative aux droits des personnes handicapées et celle relative aux droits des enfants. Il faut absolument qu'on considère l'enfant handicapé comme un enfant normal. Du reste, vous avez vu ici ce qui s'est passé. Ça chante, ça danse, ça récite, ça donne des éléments extrêmement brillants. Ça veut dire que finalement, l'handicap est là, ce n'est pas encore la fin du monde. Donc, je lance un appel pour qu'il y ait une vision inclusive par rapport à ces enfants. Selon l'UNESCO, 90% des enfants handicapés des pays en développement ne vont pas à l'école et courent 2 fois plus de risques de subir des violences de toutes sortes. Chaque enfant handicapé doit donc jouir de ses droits, même dans les endroits les plus isolés et dans les circonstances les plus difficiles. La semaine africaine de la vaccination déroule son programme depuis le 24 juin dernier. Dans ce cadre, la direction de la prévention par la vaccination organise une rencontre d'échange avec les acteurs intervenant dans l'information et la sensibilisation des populations à l'accès au vaccin. Maïmouna Traoré. Leur rôle, convaincre les populations de la nécessité d'éviter certaines maladies par les vaccinations. Eux, ce sont des représentants des associations et ONG et des médias qui sont à l'école pour le renforcement des connaissances sur le programme élargi de vaccination. Et en cette semaine africaine de vaccination qui se déroule du 24 au 30 juin, les autorités comptent mettre l'accent sur la communication. C'est de faire en sorte que les objectifs qui sont assignés à la vaccination puissent être cernés et que l'ensemble des acteurs du monde de la communication, de la société civile, les services de santé, les leaders d'opinion puissent en tout cas travailler à apporter leur contribution. Cette semaine d'information et de sensibilisation est placée sous le thème « Sauvons des vies, préservant des infirmités, vaccinons ». Et pour l'ordre de la santé, l'objectif est de réduire le nombre de personnes non vaccinées. Aujourd'hui, on voit qu'avec d'autres maladies comme les types de méningites qui font face, il faut introduire de nouveaux vaccins, dont le pneumocoque. Ça aussi, c'est bientôt en train d'être fait en même temps que le rotavirus. Donc, l'OMS est là pour donner des conseils techniques en fonction de la situation épidémiologique et aussi aider auprès des bailleurs pour donc avoir les fonds pour accompagner les processus. La présente rencontre a été aussi une occasion pour renforcer le partenariat entre les différents acteurs. C'est donc des participants qui repartent mieux outillés pour susciter l'adhésion totale des populations aux opérations de vaccination au Burkina Faso. Demain débute à la Maison du Peuple de Ouagadougou le Festival de la culture d'Agara. Ce festival veut œuvrer en faveur de la préservation et de la valorisation de la culture du Sud-Ouest. Il est à sa 2e édition et sera ponctué de danse, de prestations d'artistes, de défilés de mots d'Agara. Reportage Maxime Zongo. Des questions-réponses sur le point des préparatifs de la 2e édition du Festival de la culture d'Agara Fescuda. Ses objectifs et les innovations attendues ont été les moments forts de cette rencontre entre les responsables de ce festival et les journalistes. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la préservation et de la valorisation de la culture du Sud-Ouest. Et à quelques jours de la tenue de cet important événement, les responsables ont voulu faire le point. Depuis le mois de janvier, nous avons entamé les procédures pour être appuyés par les sponsors. Mais vu que le Fescuda n'est pas encore connu par la population burkinabé, si vous voulez bien, alors on a moins de visibilité. Je pense que c'est à travers peut-être cette édition que nous voulons la plus grandeur à la Maison du Peuple, qu'on aura vraiment de l'appui financier, technique, peut-être matériel. L'innovation, c'est qu'en plus de la danse et des défilés, il y a plein d'autres activités. Il y a tir à l'arc, et donc il y a aussi des concours d'accueil. On va récompenser les filles qui vont illustrer le mieux comment nos mamans en son temps accueillaient les gens avec la calebasse d'eau, tout ça. Et en plus de ça, à la première édition, nous avons environ 6 artistes et cette fois-ci, il y en a jusqu'à 14. Le point de presse a été une occasion pour les organisateurs d'inviter les autres communautés à la promotion de la culture et surtout à la préservation des valeurs de la parenté à plaisanterie. À
marge du Festival africain de Khouribga au Maroc, un hommage a été rendu au cinéaste malien Cheikh Oumar Sissoko, lauréat de l'étalon de Yenenga 1995 et récemment porté à la tête de la Fédération panafricaine des cinéastes. Une manière pour le festival d'avoir une pensée pour le Mali qui partage avec le royaume chérifien plus de 5 siècles d'histoire. La soirée d'hommage a eu lieu mercredi dernier. Reportage de nos envoyés spéciaux, Salinana Issakafando. Le festival de Khouribga célèbre une personnalité du cinéma africain. De son vivant, le cinéaste malien Cheikh Oumar Sissoko reçoit ici les hommages du royaume chérifien en reconnaissance de sa contribution pour le 7e art africain. C'est un homme très sensible, surtout, je trouve, dans sa politique. Il est très engagé en ce qui concerne la pauvreté et aussi l'expérience des femmes. C'est bien mérité d'avoir cette trophée du festival de Khouribga. Et rendre hommage à Cheikh Oumar Sissoko aujourd'hui, c'est la preuve que l'Afrique ne sait pas oublier ses enfants. C'est la preuve que le cinéma africain mettra toujours en lumière ceux qui effectivement travaillent au quotidien à travers leur production cinématographique à donner une identité à l'Afrique. Cinéaste engagé, homme politique malien, ce grand homme ne l'est pas seulement que par la taille. Il l'est aussi par ses œuvres et surtout pour le combat qu'il mène en faveur du cinéma africain. Un hommage de cœur et par lequel les fondateurs du festival ont bien voulu lui dire merci et qu'il mérite d'exister. Là où un vrai festival veut honorer le cinéma africain, il faut honorer Cheikh Oumar Sissoko. C'est ce que nous avons fait cette année et je pense qu'il le mérite amplement. Rien ne prédisposait Cheikh Oumar Sissoko à une carrière de cinéma. Aujourd'hui, l'homme est un immense talent reconnu sur le plan mondial. Le Maroc et le Mali ont 5 siècles d'histoire et ont en commun, je pourrais dire, la ville de Tombouctou. Le cinéma du Maroc est un cinéma qui est à l'avant-garde de notre cinématographie. Je pense qu'il est à soutenir, c'est pour cela que nous avons été honorés. À 68 ans, Cheikh Oumar Sissoko est l'actuel secrétaire général de la FEPACI, la Fédération panafricaine des cinéastes. Il a été le vainqueur de l'étalon d'or de Yenenga en 1995 avec son film Djimba. Des réalisations qui traduisent sa proximité avec son peuple et son attachement à sa culture. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.